Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana, assurance prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sophia Djama, la réalisatrice du film Les Bienheureux. Sophia Djama, bonjour. Salut. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio M. Merci. Alors, votre film Les Bienheureux est sorti en décembre 2017 et vous avez vraiment beaucoup travaillé pour le faire montrer en Algérie. Et ça y est, c'est arrivé. Ça fait depuis quelques semaines, je crois, que vous êtes à pied d'œuvre. Vous êtes un peu dans différentes villes d'Algérie que vous le montrez. Et il y a des débats, je crois, ensuite, après le film. Est-ce que je peux savoir un peu quelle est la réaction du public ? En gros, la réaction du public, n'en déplaise à comment il s'appelle, Belkhaïd de Zaliwan, le public est au-delà de la bienveillance et quand il est au rendez-vous, il est plutôt content. C'est des débats qui sont quand même des débats assez denses, mais pas violents, très étrangement, et pas violents pour ce que certains attendent et imaginent par rapport à certaines séquences du film. Il y a la réaction qui revient souvent, c'est mais vous filmez une minorité. Je dis oui, sans doute, mais ils sont algériens et donc moi je refuse de réfléchir en question de minorité, quoi. L'Algérie est composée de différentes composantes linguistiques, sociales et linguistiques, donc du coup c'est des Algériens que je filme, peut-être des Algériens qu'on voit peu, mais qui existent et à un moment donné, plus le débat avançait, plus finalement il y avait quelque chose qui ressortait sur la question commune de l'impact parce que le film traite de ça en fait, l'impact de l'après-guerre civile en fait, la situation post-traumatique dans laquelle nous nous sommes tous retrouvés, quel que soit le niveau social, quelle que soit la région, quel que soit le milieu ou la linguistique, tout le monde y a été confronté de façon directe ou indirecte et ça nous a tous traversés, ça nous a tous plus ou moins abîmés et c'est de ça dont on parle à la fin finalement dans ce film et c'est ça qui fédère finalement par rapport au film. Oui, alors peut-être que j'aurais dû en fait commencer par ça. C'est en fait Les Bienheureux, c'est un très très beau film d'atmosphère que vous capturez vraiment très très bien. C'est une atmosphère sur les classes bourgeoises francophones que je dirais on sent un peu en voie d'extinction. C'est dans le film on a cette impression à tort ou à raison en tout cas. Mais vous le faites sans tomber dans tous les pièges que peut tendre un sujet pareil. Et alors, est-ce que c'est quoi ? C'est un tour de magie ? Comment vous faites pour ne pas tomber dans tous ces pièges ? Parce que je suis un génie. Non, vous le faites avec beaucoup de talent. Moi, je fais partie... Pourquoi je dis ça, Sophia ? Je fais partie des gens, quand je suis allée le voir jeudi dernier, j'ai mis très, très, très longtemps à le voir, parce que je fais partie des gens qui pensaient que je n'aimerais pas ce film. Et j'ai été... j'ai été complètement prise de surprise. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé votre film. D'abord, merci. Mais après, je pense que c'est des gens que je connais bien, puisque je faisais partie, et je fais toujours partie de ce petit milieu dont on parle. Moi, j'aime pas le mot bourgeois, parce que bourgeois, il y a... L'Algérie, est-ce qu'elle a, sociologiquement, est-ce qu'il y a une bourgeoisie ? On a un pays. Pas vraiment, c'est vrai. Pas vraiment. On s'est inventé un mythe de bourgeoisie. Voilà, c'est plutôt une classe moyenne, un peu plus aisée qui a été aisée dans les années 80 ou 70, parce qu'en fait, c'était les parents du couple. En l'occurrence, j'imaginais que c'était des parents qui ont été hauts fonctionnaires de l'État juste après l'indépendance. Oui. C'était les personnes qui avaient un bagage universitaire qui ont fait partie des instances qui ont été un peu ceux qui pensaient pouvoir, qui ont cru très sincèrement participer au grand projet qui était l'Algérie
après l'indépendance. Et souvent, ces personnes-là ont pérennisé en fait leurs pensées par leurs enfants au niveau familial, c'est-à-dire que les enfants ont été les héritiers. Moi, je filmais en fait un couple que j'appelais les héritiers. Et ils sont héritiers de tout. Ils sont héritiers d'un foncier, ils sont héritiers d'une culture, ils sont héritiers d'une pensée, ils sont héritiers d'une Algérie et ils sont après en rupture fatalement. Les années 80, c'est une rupture parce que c'est une rupture économique, c'est une rupture qui commence à devenir idéologique et donc ces gens-là, je les connais et je les aime et je leur en veux parce que moi, je suis la génération d'après. Est-ce que c'est un peu vos parents, Sophia? C'est un peu mes parents, c'est les amis des parents, c'est des gens que je connais autour de moi. C'est un environnement qui était autour de moi. Mais pour autant, c'est pas un environnement lointain de l'autre catégorie. J'aime pas l'idée de catégorisation. Parce qu'on sent en fait, comment dire, il y a des scènes où différentes catégories se retrouvent et on sent, comment dire, tout ça c'est filmé avec énormément de tendresse. Il y a de l'amour qui sointe. Il y a des images qui sont très très fortes. Il y a des scènes. On va en montrer quelques extraits. Mais ce que je voulais dire d'abord, c'est que c'est vrai, c'est très important. Les bienheureux, c'est une antiphrase en fait parce que les caractères, les protagonistes du film sont tous des gens malheureux. C'est un film sur l'après-guerre. Les cicatrices sont au propre et au figuré encore béantes. Et le pays pèse, il pèse lorsqu'il ne broie pas les gens, les habitants, les Algériens. Et la ville. La ville, Alger, qui est filmée de manière, comment dire, un peu sans concession. Hein. Moi, je trouve que la ville est filmée comme une vieille dame acariâtre, amère. Et qui a eu son époque. Oui, voilà, qui oppresse un peu ses habitants. Et que les gens... Et il y a la question du départ. Donc, il y a une scène, justement, où la mère, qui est jouée par Nadia Kassi, annonce à son fils que ce n'est pas ses notes, avec ces notes-là, qu'il pourrait partir en Europe. Et on va voir cette scène, et j'aimerais bien que vous la commentiez. Et sinon, t'en es où avec tes cours? Ça va. Ah non, ça va pas. J'ai récupéré tes résultats au département, c'est pas glorieux. Ouais, elle dit c'est de l'ingérence. Là, si tu te comportais en adulte responsable, j'aurais pas à le faire. Ressaisis-toi, Fahim, parce qu'autrement... Autrement quoi? Tu crois que c'est avec des résultats comme ça qu'on va pouvoir t'inscrire en Europe? Tu rêves ou quoi? Y a pas une fac qui va t'accepter. Ouais. À la base, c'est ton projet, mais j'ai dit aller. Et tu t'es jamais demandé si ça allait me plaire ou si je pouvais le faire? Ouais, si tu t'appliques, tu y arriveras, c'est sûr. J'ai aucun doute là-dessus. Eh non, je te parle pas que des études uniquement, moi. Je te parle de refaire ta vie là-bas. Tu recommences tout à zéro, t'as pas d'amis. Je suis bien ici. Ah, négocie-toi, j'ai pas envie de partir. Peut-être. Il y a des tas de choses que tu vois pas maintenant et qui vont te paraître insupportables dans quelques années, je t'assure. Je sais de quoi je parle. Et puis tu vas prendre tes marques, tu vas rencontrer des gens, tu vas bosser. Et tu vas t'habituer. C'est plus simple que ce que tu imagines. Moi, peut-être. Bah, c'est drôle parce que cette scène, c'est une scène qui m'a été posée, en fait, réellement, en 93, 94, je crois. 95. J'étais une toute jeune ado. Mes parents, leur souci, c'était de savoir quelles conditions sécuritaires vers quelles conditions sécuritaires on allait, quoi. Oui. Et mon père, évidemment, c'était on ne bouge pas, on reste ici. Et la question, là, c'est quelque chose que j'ai connu. J'ai connu. Ma mère, l'inquiétude, c'était, il était essentiel que je et des résultats probants pour un éventuel départ en urgence, pour une inscription ensuite. D'ailleurs, je suivis 2 scolarités. J'avais le CNED et donc les études par correspondance françaises et l'école républicaine algérienne. Donc du coup, oui, les parents, ça c'est les problématiques qui à la fois la
en ce moment qui pèse en Algérie, mais qui est aussi la plus universelle. L'inquiétude, la projection de l'avenir, c'est une question fondamentalement présente dans tous les pays, quoi, et que dès qu'on a un enfant, cette question se pose. Et après, effectivement, en Algérie, en ce moment, ce que je vois autour de moi, c'est triste. Moi, je suis très triste de voir ça. C'est un constat très dur. Et quel que soit le milieu social, il y a des parents qui... Moi, je me rappelle, j'avais pris un taxi, un chauffeur de taxi, qui travaillait jour et nuit pour pouvoir payer l'école privée à ses gamins pour que ces gamins aient la possibilité ensuite de faire des études. Oui. C'est dire l'échec en fait dans lequel on est, c'est-à-dire que l'institution la plus importante à un moment donné, qui a été l'éducation nationale, qui est un ministère aussi idéologique, a été un chaos absolu en fait. Bon, maintenant, je crois qu'il y a une volonté de remettre l'éducation nationale dans une dynamique moins mortifère que ne l'a été, mais moi j'appartiens à une génération où le système éducatif a créé les intégristes d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on se retrouve dans un système un peu piégé, et c'est que dans le film, c'est ce que voit Amel. Mais Amel aussi, exagérément... Moi, j'ai forcé le trait d'Amel dans son amertume, dans son désespoir. D'une part, parce que c'est quelqu'un qui a vu des copains mourir. C'est une génération qui a cru. En octobre 88, j'imaginais qu'ils avaient fait partie de ces jeunes qui sont sortis et tout ça. C'est une génération que tu appelles très joliment les 88ards. Ouais, oui, c'est nos 88ards. Oui. À qui j'en ai voulu et à qui je dois en fait ce que je suis en fait quelque part. C'est étrange. Il y a un rapport très ambigu en fait parce que je me rappelle, nous on nous a appelé la génération trilingue alphabète, et puis on est la génération qui a grandi véritablement dans une situation de précarité sécuritaire. On a grandi pendant la guerre civile. Moi j'avais 10 ans quoi, et au fil des temps il y a eu mon adolescence. Après moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai grandi à Bougie, et à Bougie sur les premières années tout allait très bien. Moi je continuais à aller à la plage et tout ça. C'est au fil du temps que les choses sont devenues plus tendues. Et pour en revenir à cette séquence-là, c'est le désespoir d'une mère face au désir du fils qui est dans une absence de projection, parce qu'à cet âge, à 18 ans, on est rarement capable de se projeter vers l'avenir. À 18 ans, j'en fais un enfant très normal d'ailleurs. J'ai décidé de faire du fils un garçon qu'on peut identifier, qu'on soit européen, qu'on soit américain. Ou... À 18 ans, on est un gars sans projection, on a envie d'être avec les potes. Lui, il n'a pas vraiment envie de partir parce qu'il appartient à un milieu social où il est tranquille financièrement, économiquement. Il sait que partir en Europe, c'est être rimé, aller à la fac, faire peut-être un part-time job. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant en fait dans ce film, c'est que l'idée, par exemple, il n'y a pas que ça, mais pour en rester sur l'idée de départ, et ça se fait sur d'autres thèmes aussi dans le film, et c'est pour ça que c'est vraiment d'une richesse et d'une sensibilité vraiment assez rare. L'idée du départ est traitée à plusieurs niveaux. Et vous jouez un peu comme ça, comme une... il y a cette mère qui a ce leitmotiv, cette obsession de vouloir sauver son fils, alors que la guerre est finie, etc. Mais elle veut le sauver de ce pays qui crase, qui tue et qui est très dur. Et on comprend le désespoir de cette mère. Mais il y a aussi cette scène absolument fabuleuse de l'apéritif de la classe des amis de cette mère et de son mari, où ils se retrouvent pour un apéritif avant d'aller au restaurant ensemble. Et c'est une scène qu'on connaît tous, qu'on a tous vue. C'est un règlement de compte. Ouais. D'abord, le départ, ça mine sa relation avec son mari parce que lui ne veut pas que le fils parte. Mais le départ, c'est vous qui êtes partis pendant la guerre civile, vous la trahison, qui êtes restés, etc. La légitimité. Et cette scène, c'est une scène terrible, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu. Que ça a dû résonner. Oui. La question de la légitimité. En fait, le départ, c'est plein de départs aussi. Oui. Ça a été... Moi-même, j'ai eu ce reproche. Je me suis rendu compte qu'il y a une dizaine d'années, je sais pas, ça m'a pris comme ça, un Algérien qui avait fait le choix de la vie dans les années 90 et qui était bien sûr mon aîné, qui
pour des raisons X ou Y, est parti. Et puis à un moment donné, je sais plus, il y avait une discussion. Et puis je dis, mais bon, de toute façon, vous n'avez rien à dire. Nous, on est restés. Et il m'a fallu bien des années pour détricoter tout ça, pour déconstruire tout ça, en fait. Mais pourquoi vous dites le choix de la vie? Moi, je suis restée. Et pour moi, c'était le choix de la vie. Oui, aussi. Non, mais c'est pour ça, en fait, ce que je dis. On n'a pas fait le choix de la mort. Moi, je pense qu'en fait, on a fait les choix qu'on devait qu'on faire. Pouvait, qu'on voulait faire, qu'on devait faire, qu'on a fait. Et puis c'est pas grave. Et en fait, je m'en suis voulu parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on donnait une légitimité à ceux qui sont restés et pas à ceux qui sont partis. Et après, je me suis rendu compte qu'il m'a fallu du temps parce que c'est à partir du moment où j'ai appris que ceux qui sont partis, bien sûr, j'ai compris que ceux qui sont partis ne sont pas partis le cœur léger. C'était très violent de partir, de quitter un pays, c'est violent, quoi, en fait. Et puis, j'avais appris qu'il y avait eu un réseau de soutien. C'est parce qu'ils sont partis qu'on a pu entendre aussi parler, en donner de l'écho à ceux qui sont restés. Il y a eu un réseau de solidarité qui s'était créé. Et en fait, je voulais leur rendre hommage à ceux qui sont partis. J'avais besoin de rendre hommage à ceux qui sont partis, leur dire on ne peut pas vous enlever votre légitimité, on n'a pas le droit de le faire. L'Algérie vous appartient, tant que vous voulez encore de ce pays, il vous appartient aussi. C'est ça, en fait, cette scène, c'était ça. Et personne n'a le droit de... C'était comme si j'avais pris toutes ces années. Non, j'avais envie. C'est une très belle scène miroir de ces débats qui bon, peut-être qu'on n'en parle plus. Oui, mais qu'on a vécu tous pendant et juste après la guerre civile. Et c'est marrant c'est marrant. C'est assez drôle de voir cette scène et de voir des protagonistes comme ça s'envoyer ces accusations. Et toi, tu es resté, mais tu es resté dans les résidences d'État sécurisées, etc. Donc, il y a beaucoup de culpabilité par rapport... Mais c'est un pays qui culpabilise. Oui. On nous a habitués à culpabiliser. D'ailleurs, sur la question du départ, à un moment donné, moi, ce que je disais lors des débats, en fait, il y avait des gens qui disaient « Mais moi, j'ai envie de partir. » Je dis « Pars !» S'il y a moyen techniquement de partir, logistiquement, si tu as la possibilité d'aller découvrir le monde, mais vas-y, il ne faut pas que tu te sentes culpabilisé. Faut pas que tu te laisses te faire culpabiliser par quiconque. Le départ, c'est quelque chose qui est censé être heureux. En fait, partir, c'est peut-être mieux revenir ou ne pas revenir, on s'en fout à un moment donné. Quand on part en Algérie, c'est comme si il y avait une trahison suprême, en fait. Moi, j'ai décidé, il y a 5 ans, de m'installer à Paris, il y a 5 ans. Je me sens beaucoup plus utile depuis que je suis partie que que la période où j'étais là à être mal et tout ça. Et à un moment donné, j'ai réfléchi à la question. Je me disais, mais quand on part, en fait, on part avec une valise de nostalgie, de culpabilité, d'idéologie. Mais merde alors, enfin, pardon, mais je veux dire, non. À un moment donné... partir, c'est se construire, c'est regarder le monde, c'est se dire que l'Algérie fait partie du reste du monde et c'est important de sortir de l'Algérie pour réaliser que l'Algérie n'est pas unique, ne vit pas des problèmes uniques. Elle est singulière dans plein de choses, comme tout pays est singulier dans plein de choses, mais les problématiques politiques et économiques par lesquelles nous passons ne sont pas plus uniques qu'ils ne le seraient dans d'autres pays où il y a eu des conflits. Oui, l'idéal étant... À un moment donné, il faut dédramatiser, au fait, la situation. L'idéal, ce serait évidemment que tout le monde puisse partir. Le problème est là, on est dans des pays... Le monde nous enferme aussi. Le monde nous enferme, mais j'ai conscience de ça. C'est pour ça que je disais logistiquement et politiquement. C'est-à-dire que aussi, on s'est retrouvés dans une dynamique politique, géopolitique, idéologique. Il y a plein de paramètres qui font que nos passeports sont des passeports difficiles. Oui. Et ça, c'est injuste. Et la dernière fois, je pensais à un truc, je me disais, mais pendant des années, on nous a bassinés avec le Umm al-Arabiya, et à un moment donné, je disais, mais finalement, on n'a jamais vu la couleur. La couleur de la Umm al-Arabiya, ça aurait été de faire un projet Erasmus équivalent, je crois, le Ibn Battuta, des universités dans lesquelles le Mauritanien pourrait faire ses études à Alger, l'Algérois pourrait faire ses études à Beyrouth, et là, on aurait démystifié le mythe de la Umm al-Arabiya et on se serait reconnectés les uns les autres, on aurait flingué la pensée totalitaire de la Umm al-Arabiya islamiste. La Palestine n'aurait pas été dépossédée d'elle-même. Quand je dis d'elle-même, c'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres, c'est-à-dire que la Palestine est devenue la cause du monde arabe et pas elle est difficilement sa propre cause. Et voilà, et c'est ça notre malheur. Il est juste là. Et le voyage, je pense qu'il faut revenir à Ibn Battuta, quoi. Oui.
Et donc, en contrepoint de ces adultes qui sont aigres, amers, malheureux, écrasés, il y a les jeunes qui, eux, se font une raison dans cette ville. Et il y a un deuxième extrait que j'aimerais que l'on voit. C'est une scène où Feriel c'est Lina Khoury qui a eu le prix de meilleure actrice à la Mostra, se moque un peu de son ami Reda qui lui annonce qu'il veut se faire tatouer la Surat al-Ikhlas sur le dos. Tu lui as dit pour le tatouage, Lila? Qui fait? Nouvel épisode de Monsieur Reda. Ah, il y a Karaj. Ah, regarde là, t'as vu comment elle est? Genre, Reda, rien, c'est tout. حابين تطوي سورة الإخلاص في ظهري. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je fais? C'est quoi le problème? Pourquoi tu rigoles? Je rigole. Non, ça va quand même, j'ai le droit de rigoler, ça, de 2 minutes quand même. C'est un verset qui a du sens pour moi, j'ai voulu le mettre dans mon dos, c'est tout. Et pourquoi tu fais pas ça à tes Baqara? Arrête de jouer sur les mots. Il n'y a pas de Je te détaille. Il n'y a pas assez de place. D'accord. J'écoutais Abdelbast, c'est Abdelbast qui m'inspirait. Tu connais Abdelbast, toi? Abdelbast. Tu connais pas Abdelbast? Bah oui, bien évidemment, Haïfa. Ouais, on n'a pas les mêmes références. Bah, on n'a pas les mêmes valeurs. Voilà, chacun sa grille de lecture, c'est pas grave. Non, parce que quand je touche le tapis, c'est affaire d'État, diplomatique. Ouais. C'est grave. Ouais. Ça, tu peux tatouer sur le Ça n'a rien à voir, Feriel. Ça, c'est mon tapis. C'est le mien. Tu le prends, tu provoques, tu fais des trucs. C'est sacré pour moi. C'est sacré. Oui, c'est sacré pour moi. C'est Tu vois, sacré. c'est comme le tatouage. Ça m'appartient. Je t'ai pas fait un tatouage. Je t'ai pas proposé de te faire un tatouage. Oui, HP. Ça s'appelle un tapis. Ça s'appelle du Elle a sacré. objet, Ça te rentre dans la objet. tête ou pas? C'est une dame le matin, elle s'est réveillée, Oui, elle a fait un tapis. fait, Je voilà. sais, je connais elle tes a- arguments. Feriel, c'est tout le temps les mêmes. Vas-y, c'est bon, j'ai C'est compris. pas tout le temps les Si, mêmes. c'est tout le temps la Non. même chose. C'est ton un esprit, objet, c'est un la objet. dame. Oui, je sais, mais c'est sacré pour Il est moi. descendu du ciel, Oui, alors. c'est ça, avec ses jouets par milliers. Voilà, le Mohem, c'est à moi. Ah ouais. Alors cette scène, elle est importante parce que d'abord, elle ramène la vitalité de la jeunesse en fait. S'il y a quelque chose qui même filmiquement, j'ai décidé d'être dans une caméra presque figée chez les adultes. On est dans du discours, on n'improvise pas chez les adultes. On est dans le texte. Or que chez les jeunes, là, on part en... Moi, j'ai essayé... Je me disais... Mon propos, c'est la liberté, et donc je voulais qu'on travaille sur de l'improvisation. Donc c'est une scène où on a beaucoup improvisé, avec des lignes de dialogue très précises autour desquelles on improvisait, parce que les lignes de dialogue, c'était aussi me permettre au montage de ne pas être battu, d'avoir quand même ma trame narrative. Mais du coup, je voulais montrer cette vitalité. C'est la partie où les jeunes débattent. Même s'ils se disputent, ils débattent. Donc du coup, et même l'appropriation du rapport à la religion aussi. Je trouvais que c'était très important pour moi dans cette scène de dire que on peut avoir un rapport singulier avec la religion et c'est pas antinomique en fait avec la foi. C'est-à-dire que je voulais remettre aussi la question de la spiritualité. En Algérie, elle est essentielle, c'est-à-dire que on est dogmatique, on est dans un rapport très de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on soit dans notre conviction agnostique ou athéisme ou autre, et de l'autre côté croyant, on est toujours dans des certitudes et ça rend les débats insupportables. Et là, j'avais envie de créer un personnage qui est interprété par Adam Bessa, qui est le personnage de Reda. Je voulais quelqu'un qui dise je m'approprie la religion, je suis singulier et mon rapport à la religion est spirituel. Et je voulais donner de la liberté. Il crée son propre espace de liberté dans la religion. Et finalement, c'est ses propres potes qui ne sont pas les plus croyants du monde qui lui réexpliquent, qui lui imposent une espèce de schéma dogmatique. Et ça, c'était ce qui m'intéressait. C'est de montrer aussi ces parts de... En plus, ils existent, ces gens-là. Oui, mais c'est de leur donner la parole à eux. C'était très touchant, cette manière de lui apporter la contradiction, l'a obligé en fait à le pousser un peu à trouver d'autres arguments, à s'expliquer. Oui. Et ça a donné aussi une dimension très féministe à Feriel, qui est magnifique dans cette scène. Elle prend un peu le pouvoir, en fait, Feriel. Elle prend le pouvoir pour 2 raisons. Parce que c'est la seule jeune fille, là, ils sont souvent entre copains. Et puis, elle prend le pouvoir aussi par son propre personnage, historique, en fait. Oui. Comme c'est une jeune fille que j'imaginais avoir été victime du terrorisme quand elle était toute petite. Elle en va jusqu'en en perdre sa maman. Je ne l'explique pas comment trop et pourquoi. Mais j'imaginais qu'elle avait une histoire très lourde qui faisait qu'elle prenait
qu'elle n'était pas sa force, qu'elle avait décidé de ne pas être dans un truc mortifère, qu'elle était dans l'élan de la vie, malgré la tragédie, elle est restée dans l'élan de la vie. Donc du coup, ça lui donne une espèce d'aura quand elle rentre dans la pièce ou quand elle arrive dans le déquet, elle est là, elle existe, quoi. Oui, oui. Et oui, oui, je donne la part du lion aux femmes un peu dans ce film, bien sûr. Après, je suis une femme, donc je le fais, je pense, de façon consciente ou inconsciente, je le fais, j'ai envie de le donner. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour tous les personnages masculins aussi de ce film. Et en parlant de tendresse, alors justement, l'aboutissement, et on va voir le dernier extrait, et je pense que ça va être, c'est une scène qui est pour moi l'une des plus importantes qui ont été produites dans l'histoire du cinéma algérien. C'est vraiment la scène dans la cave, le Dikil, quand il essaye de faire finalement son tatouage. C'est filmé avec amour, il y a quelque chose qui se passe. Il y a tellement de contradictions qui se passent et il y a de la violence. On a peur que ça bascule, etc. Et tout. C'est tendu, mais il y a de l'humour. L'humour sauve. Alors on va voir l'extrait et après on te donne la parole, Sophia. يا اسمه شفنا البيستولي سمني سليمان. يا سليمان ولا قدوره شبيه وتمه في بلاصتي. صح. اش نديرو دوكا الا حبيت. وشريت له باللي توجع. لا بالي. هاي الهضره. هكذا صباح. لي بون زافير مع فاهم شبيك. عرفت شو الموديل؟ انا بالي كنت منك. منك سيريو. واش كاين؟ وشنو هذا يا خو؟ قودين هذا هو. هي قصيره ديرها لي فيت في اقصر سوره في القران. يا خو واش حبني نقول لك انا ما نديرش هاد العفايس حرام خو. حبتو شكون قال لك حرام؟ حرام خو. قال لك ما يديرلكش ما يديرلكش حرام قران عنده الحق. نيغوسي معاك اي وقتها يا بعد. سي بون قصوها انا هضر معاك. سي بون قصوها بادوك هذيك قصوها خلاص. سي بون خلي ابراهيم هو اللي يهضر واحد ما يقود راه. مريض انت. خلاص سي بون يا هيا. ابراهيم فهمنا عرافير. تفهمنا. ظهروا ياك بصح كيفاش يا خو؟ ظهروا لنا. صح تفهمنا. خليه يدير قوتو تاعو. يدير الكوستو ديالو ماشي بكلام ربي صاحبي. بليتو ماكش حاب ندير لك تكست تاع الشاب خالد. خلاص. ما تروحش. سي بون خلاص. يا خو. هكذا صافا. تشوريت هاي. شوف صاحبي بهذا البري ندير لك كاع التكست قرآن في دارك. Alors cette scène, les séquences avec les jeunes, c'est des séquences où je me suis vraiment amusée, j'avoue. Et dès que ça a été l'éclate absolue, parce que là, on est dans un dispositif déjà assez complexe, parce qu'on a des comédiens comme Amin Lansari ou Lina ou Adam qui sont des comédiens, c'est leur métier. Et Brahim et Slimane ou Hamid qui sont le résultat d'un casting sauvage. Bon, je connaissais Brahim, mais qui n'ont jamais joué. Pour certains, Brahim, c'était sa deuxième expérience, mais là où c'était la première fois où il avait un vrai rôle et tout ça, un gros rôle. Et donc, on a énormément travaillé par la discussion. D'abord, on a beaucoup parlé ensemble et ils étaient à l'écoute. En fait, ça a été un rapport de confiance. Et puis, là, il y avait des lignes de dialogue, pareil, mais après, c'était libre, c'était impro. Surtout eux, parce que c'était leur scène à l'équipe Slimane, Brahim et Hamid. Et l'idée, c'était ouais, je vous aime, je les aime, parce qu'on les a... C'est des jeunes qu'on a toujours regardé avec une espèce de mépris. C'est dur, bien sûr. Moi, quand je me traîne je traîne rarement à Bablouet, d'ailleurs, pour le dire, mais je me sens pas tout de suite sécurisée. C'est parce que j'ai pu rencontrer ces jeunes-là et que j'ai réalisé qu'ils avaient une parole et j'avais envie de leur donner l'occasion de cette parole. Et c'était bien, en fait, la façon dont on avait amené la mise en scène, qui me faisait confiance et je leur faisais confiance. Et ils ont compris l'enjeu.
Et d'où tout. En fait, l'enjeu, c'est la contradiction. On est dans un pays de contradiction. Et on est dans un pays où il y a un problème de désir, il y a un problème de projection, d'espoir. Et donc, du coup, ils avaient pris en charge tout ça. Et ça m'a permis justement d'avoir ce moment à la fois de gravité, de tension, mais d'humour. Parce que l'humour qui permet la résilience, en fait. Oui. Et ils savent qu'ils ne vont pas tous partir. Oui. Et donc, du coup, il y a une résilience qui se fait. Et l'arrivée de Faliel dans la cave, c'est un événement heureux, en fait. Oui, oui. C'est pas un événement où ils sont... En fait, elle calme un peu. Elle calme tout le monde. Oui. Et elle apporte quelque chose de joyeux, d'heureux, pas de malsain. Et cette scène, elle est... je crois que... J'avais envie de leur rendre hommage. Oui. Et contrairement à ce qu'on peut... Souvent, on disait, ouais, tu filmes... Alors, justement, alors, paradoxalement, une scène comme ça, c'est ça qui vous a apporté des critiques acerbes. Je pense notamment à votre passage sur une télévision privée algérienne qui s'appelle Algérie One, c'est comme ça que ça s'appelle, où le journaliste vous a parlé de méchanceté gratuite contre la société algérienne. En fait, c'est typique, la personne qui a décidé de regarder, si cette personne a regardé le film avec un prisme, c'est-à-dire que déjà, avant même de regarder le film, il avait sa note, ses notifications, on doit attaquer sur ça. Et juste, en plus, il y a de l'infantilisation, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a choqué, c'est pas qu'il n'aime ou n'aime pas le film, en fait, je m'en fous. C'est l'infantilisation, c'est quand il dit que les gens de Djelfa ou de Hassib Bahba ne seraient pas... Oui, absolument. Alors, est-ce que les gens de Djelfa... il y a un ciné-club à Djelfa qui demande le film. C'est incroyable qu'ils disent des choses pareilles. Qu'ils se mettent, qu'ils paternalisent le public, comme si les citoyens à Djelfa n'étaient pas ouverts au monde, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables de voir un film. C'est du mépris, en fait. Fait par Sofia Jama ou Francis Ford Coppola, tout en tant que lui-même, ce monsieur... Ce monsieur a un mépris pour le reste d'une certaine partie. En fait, on est encore dans cette dichotomie urbaine, rurale. Donc finalement, on m'accuse de quelque chose que lui construit dans son propos, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Algérie, c'est donc le centre algérois, lui, dont il est le représentant dignitaire. Lui, il peut voir dans son bureau fermé à clé comme s'il regardait un porno. Et les gens de Djelfa, eux, ne sont pas encore prêts. Et ça, c'est le drame de l'Algérie. C'est-à-dire, il reproduit ce contre quoi, c'est liberticide, en fait. Contre quoi on se bat, c'est-à-dire que... Alors, la question lancinante, est-ce que vous allez le montrer à Djelfa? Bien sûr, là, je dois reprendre la tournée. Très bien. Je dois aller à Saïda, Djelfa, Sidi Bel Abbas, Mascara, et je suis très contente en fait. Très d'ailleurs, ce gars-là n'a pas compris que j'avais la visa d'exploitation, c'est-à-dire à partir du moment, c'est même qu'à la fin, un journaliste est plus totalitaire, liberticide qu'une institution étatique finalement. C'est ça le drame de ce pays. Voilà, et je peux lui dire que regarder un film dans une salle de cinéma, c'est très différent, parce que la question à la fin, c'était... je lui posais la question en off, je lui dis mais vous l'avez vu où? Vous l'avez vu parce qu'il me dit moi je l'ai vu je lui dis mais vous l'avez pas vu dans une salle? Il me dit quelle est la différence entre regarder un film dans une salle et un lien Vimeo à part le popcorn? Et là, je me dis, mais tout s'écroule, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris la vocation qu'est un film, une salle de cinéma et l'importance que ça a dans son espace. Dire que l'idée, c'est de lui expliquer que sortir de la cinémathèque à 22h30 à Alger ou à Oran, parce que les débats ont duré jusqu'à 22h, 22h30, et voir des gens sortir dans la rue d'Alger, l'Arbi Ben Mehdi ou l'Arbi Ben Mehdi à Oran, les gens se sont sentis heureux. Qu'ils aient aimé ou pas le film, ils se sentaient heureux parce qu'ils se réappropriaient leur rue le soir tard, a priori. Et ils disaient, mais c'est agréable de marcher la nuit à Alger. Bah ouais, c'est agréable de marcher à la nuit à Alger. On a fait tenir, parce que le débat durait trop longtemps. Lors de la première séance, on était en train d'empiéter sur la deuxième séance. On a déplacé le débat au Mikbar à Alger. Et du coup, le Mikbar, on arrivait au moment où il faisait la fermeture, donc ils ont été obligés de garder le Mikbar ouvert plus longtemps, jusqu'à 9h du soir, 9h30, 10h. Oui. Et
Et donc voilà à quoi sert le cinéma. C'est une expérience collective, c'est une expérience où les débats s'autorisent, on s'autorise au débat, et c'est ça qui est chouette. Et en plus, c'est un impact économique. Si toutes les salles de cinéma d'Alger fonctionnaient, Alger se porterait beaucoup mieux. Je parle d'Alger. Et donc le reste des villes, il y a des villes qui n'ont pas de salles de cinéma. Il y a des régions en Algérie qui n'ont plus de salles depuis 40 ans, 50 ans. Donc oui, c'est un enjeu fondamental parce que ça apaise une population. L'art apaise une population. Donc oui, il y a une grande différence entre regarder bêtement un film sur un lien Vimeo et une salle de cinéma où on sort de chez soi et on rencontre le monde. Et on gagnerait plus à rencontrer nos compatriotes parce que c'est ça. Ce film-là raconte ça, le lien perdu finalement. C'est un film où les gens ne se croisent pas. La seule personne qui croise l'autre, c'est Amel et Fariel. C'est les seules personnes qui se croisent une fois. Les deux générations se croisent une seule fois. C'est Amel et Fariel dans cette chambre. Sinon, le reste du temps, personne ne se croise. Et les jeunes, il n'y a guère que les jeunes qui arrivent à se... Donc on doit se recroiser, se retrouver les uns et les autres en Algérie. C'est nécessaire. C'est même très urgent, en fait. Sophia Djama, merci beaucoup. Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amanor, assurance prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.